Je suis destiné à quelque chose de plus grand. Et lequel? Je vous l'offre, l'oubli. Enfin, après une attente qui a semblé plus longue que les discours patriotiques de Homelander, The Boys est de retour avec sa 5e saison. Et oui, elle est complètement déchaînée. Homelander est plus instable que jamais. Soldier Boy reste le même crétin explosif qu'avant. Et Billy Butcher? Eh bien disons que le composé B commence déjà à lui coûter cher. Aura-t-il assez de temps avant que son corps ne le trahisse? Que va-t-il arriver à Huggy Campbell et à l'équipe? Prépare-toi, cette saison promet encore plus de folie, de chaos et des moments où tu te demanderas « Qu'est-ce que je viens de voir ?» Si tu n'es pas à jour, mon résumé complet est juste au-dessus. On commence. L'épisode commence par ce qui semblait être un discours de Vote International, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires. Les gens acclamaient et tapaient du pied en attendant l'arrivée de Homelander. Soudain, les lumières s'allument, et celui-ci marche sur scène vers eux. Tout le monde l'acclame en criant « États-Unis !» Homelander remercie le public de son accueil. Merci. Merci et bienvenue à l'Assemblée annuelle des actionnaires de Vote International. Un groupe de femmes déguisées en firecrackers se prépare à sortir, dont Starlight. Ses amies se sont introduites dans une chambre, observées d'en haut. Dans son discours, Homelander affirmait que les partisans de Starlight en liberté tuaient à leur guise et que Starlight elle-même avait commis des meurtres brutaux. Cependant, ils ont tenu bon et ont dit stop. Il a souligné qu'ils sont restés fermes et qu'ensemble, ils ont accueilli une nouvelle aube sous les applaudissements du public. Dans la chambre, l'un des compagnons de Starlight entre et tente de pirater le système. Tous deux observent la porte transpercée par une épée ensanglantée, qui avait également traversé le corps de leur ami qui montait la garde à l'extérieur. Soudain, Black Noir fait irruption dans la chambre. Starlight utilise ses pouvoirs, mais son compagnon lui indique de s'arrêter, car elle interfère avec sa tâche. Elle choisit donc d'utiliser la force physique. Homelander poursuit son discours, affirmant qu'il considère les partisans de Starlight comme une organisation terroriste. Pendant que la femme se bat contre le masqué, Homelander se moque en disant qu'ils vivent désormais dans une nation bien plus sûre et pieuse. Alors que tout le monde applaudit, l'image change sur l'écran géant et un homme apparaît, affirmant que Homelander et Queen Maeve les avaient abandonnés. Cela s'était produit lors d'un vol commercial. Une mère suppliait Homelander de prendre ses 2 filles, mais il refusait, demandant s'il les laisserait partir pour qu'elles racontent qu'il les avait laissées mourir. Ensuite, il dit à Maeve de ne pas s'approcher, et ordonne à tout le monde de rester à leur place, sinon il les transpercerait avec son rayon laser. Soudain, le signal revient à l'écran précédent. S'il vous plaît. Non, Maeve, non, recule. Reculez tous. Reculez, ou je vous brûle tous, bordel. Je brûlerai chacun d'entre vous. Laissant Homelander sans voix, au milieu de sa rage et de son désespoir, il se tourne vers le public, ses yeux commençant à s'illuminer et à virer au rouge, prêt à éliminer tous les présents. Cependant, Sir Sage l'arrête, lui faisant signe que cela pourrait être plus préjudiciable qu'il ne le pensait. Immédiatement, il lance une diffusion en direct, dans laquelle elle affirme qu'il s'agit d'une campagne de désinformation générée par l'intelligence artificielle. Elle affirme aussi que le peuple américain saurait reconnaître un mensonge immédiatement. Cet événement fait également le buzz, dans le but de dissimuler ce qui s'est passé, ou, du moins, de faire en sorte que la gravité de l'affaire soit facilement oubliée. Lors de la conférence à la Maison-Blanche, la vice-présidente évoque la prétendue véracité de cette vidéo. Elle souligne que c'est une journée très difficile et triste, car un citoyen exemplaire comme Homelander a été victime de ces calomnies, comme elle l'explique. Elle précise que la vidéo du vol 37 serait une supercherie réalisée par des surhumains marxistes. Quand elle demande s'il y a des questions, plusieurs journalistes lèvent la main. Elle s'adresse précisément à l'un d'eux, nommé Chris. Celui-ci n'avait même pas fini de parler qu'elle le devance et lui dit qu'elle sait ce qu'il pense, littéralement, et que ce n'est pas le cas. Elle l'assure. Elle affirme que le fait qu'elle soit elle-même une citoyenne dotée de capacités surhumaines ne compromet ni son objectivité ni sa loyauté envers le peuple des États-Unis. Ensuite, elle commence à souligner que ce genre de questions superphobiques sont celles qui lui ont rendu difficile de faire son coming out. C'est pourquoi elle demande à tous, surtout à ce journaliste, de se réveiller. L'homme lui demande alors ce qu'il en est des soi-disant camps de liberté pour les dissidents stellaires. Elle, sans plus attendre, répond que c'est du clickbait. De plus, elle s'adresse maintenant au public et demande qui aime la liberté des camps. La sœur sage dit à Homelander qu'ils avaient déjà prévu que cela arriverait tôt ou tard et qu'ils étaient préparés. En 24 heures,
Ils avaient tellement bombardé la population de désinformation qu'elle pourrait même faire confondre un politologue avec un coude. Et elle fait remarquer que le cours des actions avait baissé d'un demi-point, et qu'à part cela, les dégâts étaient minimes. Il ne répond pas directement à cela, mais remarque une Bible posée au milieu du salon et pose une question à son sujet. Sage, satisfaite, lui indique qu'il s'agit de la Bible de Gutenberg, et que Martin Shkreli la lui avait laissée à un très bon prix. Homelander lui dit qu'il la trouve hautaine ces temps-ci, car tout le monde vient lui demander conseil, surtout des personnalités importantes, et tout le monde l'admire. Elle lui demande s'il croit vraiment que ça lui importe. Homelander répond qu'avant non, mais que ça a peut-être changé. Elle rappelle qu'elle le fait pour lui. Si les actions montent, les millionnaires seront satisfaits, et il pourra continuer à faire tout ce qu'il veut. Il lui dit que sur NN on le traite de meurtrier, et qu'il pense qu'il a fait du mal à son fils. Sage lui répond qu'on a dit que l'enfant se trouve dans un internat à Svalbard, et que cette version a été maintenue, donc tout est sous contrôle. Il continue en lui demandant si elle s'est bien amusée dernièrement, et si elle n'a pas continué à se percer le cerveau pour contrer son chagrin d'amour. Elle lui répond que non. Alors, il lui demande sévèrement comment il a été possible que Starlight et ses amis soient entrés sans être détectés. Il admet que tout cela fut très humiliant, sachant déjà que les gens le détestent. Elle lui répond que ses indices restent à 96, mais Homelander affirme que tout le monde sourit dans les sondages, donc cela n'a pas d'importance. Malgré tout, des millions de personnes restent des fidèles de Starlight dans l'âme, et c'est ce qui l'agace le plus. Finalement, il demande à Sage si elle a vu les mèmes qui circulent à son sujet, et il affirme que cela devrait être un crime de les diffuser et de les publier. Pour le calmer, la sœur Sage indique à Homelander que l'émergence du conflit leur est avantageuse, car cela pousse les gens à commencer à avoir peur. Il lui répond qu'on lui avait promis d'être César, et voulait que les gens l'adorent. Sage réplique que peu importe son pouvoir, il ne sera jamais heureux. Homelander s'approche et lui dit qu'il ne sera heureux que quand Starlight et Billy Butcher seront morts. C'est pourquoi il décide de rendre public que dans 3 jours, ils exécuteront Hughie Campbell, les maternelles, et, bien sûr, Frenchie. Ainsi, ces 2 cibles apparaîtraient, et il pourrait les éliminer définitivement. Nous allons exécuter Hughie Campbell, les. Et le petit français. Ça attirera Starlight et Butcher, et je vais m'occuper d'eux. Une bonne fois pour toutes. Au camp de redressement, Frenchie écoutait de la musique à fond, tout en distribuant des fournitures en échange de certains avantages. Un homme l'observait à distance, attendant le bon moment pour s'approcher par derrière. Mais quelqu'un intervient. Il s'agissait de Hughie Campbell, qui lui fait signe de se concentrer et d'enlever ses écouteurs. Alors, Frenchie, avec son accent français caractéristique, le remercie et lui suggère de profiter de la situation, car Starlight avait révélé ce qui s'était passé avec le vol 37, l'invitant à en profiter. Hughie se retrouve alors avec un papier. Ensuite, Frenchie entre dans des pièces où se déroulaient des combats clandestins, avec plusieurs personnes en train de parier. L'un des combattants était les maternelles. Alors il décide de tout miser sur son ami. Dès qu'ils se regardent, les maternelles frappe violemment son adversaire jusqu'à le mettre à terre, permettant à Frenchie de gagner le pari. Après le combat, les maternelles demande à l'un des présents de lui apporter quelque chose à boire, et celui-ci lui tend un verre d'eau pris dans la cuvette des toilettes. Frenchie lui dit que Starlight a rendu publique la vidéo du vol 37, mais cette information ne semble pas l'affecter. À ce moment-là, ils entendent des bruits à l'extérieur, et tout le monde s'approche de la fenêtre. L'un des gardes était en train d'agresser l'un des super réfugiés, utilisant ses pouvoirs, ayant transformé son organe en un grand serpent. À Londres, Billy Butcher rend visite à son père. Celui-ci le laisse à peine entrer et l'avertit que la police le recherche, puis il lui demande ce qu'il fait là. Butcher explique qu'il avait une escale entre 2 vols, et en a profité pour saluer Lenny et sa mère. Butcher remarque avec méfiance que Dieu n'existe visiblement pas, puisque sa mère est morte, tandis que son père, seul et atteint d'un cancer, est toujours là. Il ajoute espérer qu'il souffre beaucoup. L'homme, un peu penaud, s'approche, et explique qu'il a tenté de le joindre pour les funérailles, sans succès. Butcher répond qu'il lui a rendu visite, et qu'il y avait un trou près de sa tombe, lui demandant s'il pensait finir là. Son père lui dit qu'il a payé, mais Butcher lui rappelle qu'ils n'ont pas droit à l'éternité comme ceux avec des pouvoirs. Le père lui demande s'il est venu juste pour torturer un vieil homme, puis tente d'apaiser la situation en disant qu'il n'y a pas de raison de se fâcher. Son fils lui dit qu'il n'est pas en colère, mais reconnaissant pour les raclées reçues, car elles ont fait de lui l'homme qu'il est. Le père comprend où la conversation mène et le devance, lui disant qu'il n'a pas besoin de le faire, qu'il lui reste de toute façon peu de temps,
et que cela ne changerait rien. Butcher l'enlace et lui chuchote qu'il ne veut rien changer, mais refuse aussi d'offrir à quiconque le plaisir de l'entendre crier. Qui le dit? Que je veux être quelqu'un d'autre? Sur le plateau de tournage des informations, une femme retouche le maquillage de Homelander. Soudain, il ouvre les yeux, et le cœur de la jeune femme se met à battre fort de peur. Il lui demande pourquoi elle réagit ainsi, et elle répond nerveusement que c'est l'émotion de son travail. Une autre femme lui apporte quelque chose à boire, elle aussi visiblement effrayée. Alors il demande aux deux de s'éloigner. Ensuite, Firecracker arrive, et il lui demande pourquoi avoir consacré sa vie à protéger les gens s'ils ont peur de lui. Il dit ne pas comprendre, et soupçonne qu'il cache quelque chose. Elle le rassure, en lui assurant qu'il s'agit d'admiration. Homelander observe sa poitrine et ses battements de cœur, fait une grimace de dégoût, et commande que son cœur bat comme celui d'un fumeur. Elle s'excuse, et lui avoue qu'elle souhaite produire du lait plus que tout, mais que les pilules sont affectées son cœur, ce qui est très difficile pour elle, et pourrait même la tuer. Cela ne provoque aucune réaction chez Homelander, qui reste silencieux. Elle attend une réponse, mais finit par se remettre en place avant que l'enregistrement ne commence. Pendant l'émission, ils assurent que la vidéo montrant Homelander en méchant est une supercherie créée avec des technologies avancées comme l'IA. Ils analysent le matériel et le manipulent pour que Homelander y apparaisse avec 7 doigts à une main. Il rit et commande que, d'après ses souvenirs, il n'a pas autant de doigts. D'un autre côté, à Manille, Kimiko Miyashiro est en train de nourrir un enfant. Apparemment, elle a cuisiné et l'enfant la remercie en disant que tout sent très bon. Ils ont une conversation affectueuse, mais celle-ci est interrompue lorsque Kimiko entend des bruits étranges. Elle demande alors à l'enfant d'apporter les desserts à sa mère pendant qu'elle va enquêter. Dans un couloir, elle distingue une silhouette et se jette sur elle, mais l'homme la saisit et la projette contre les murs, brisant des vitres et des tableaux sur son passage. Il s'agissait de Billy Butcher. Après leur combat, il lui demande d'arrêter, précisant qu'il n'est pas venu pour elle, mais pour l'avertir qu'ils vont tuer Frenchie. Ils vont l'exécuter avec Huggy Campbell et lait maternel dans 72 heures. Il lui dit qu'il sait qu'elle ne lui fait pas confiance, mais qu'ils sont condamnés et qu'il faut agir vite. Il ajoute qu'il y a un vol de la CIA qui les attend à Plaridel. Alors il lui demande de se dépêcher, car il décolle dans 1 heure. C'est un autre jour au campement, et Huggy Campbell rencontre Ivy. Elle lui révèle que personne n'est assez fort, même en tant que super-humain, pour sortir d'ici, que c'est complètement inutile. Huey lui répond qu'il devrait être le seul à être sans espoir, puisque Ezekiel l'avait étranglé. Black Noir lui avait donné une raclée. Il avait été attaqué par des requins. Des Russes lui avaient tiré dessus et il avait traversé plein d'autres galères. Il affirme qu'il devrait déjà être mort. Ivy lui demande pourquoi il ne l'est pas. Il répond qu'attendre ici, c'est être perdu. Soudain, les cris d'un garde interrompent la conversation. L'une des personnes du camp tente d'escalader la grille métallique pour s'échapper, ignorant les avertissements et les menaces des gardes. Ne s'arrêtant pas, il explose soudainement, ne laissant aucune trace. Il s'avère que l'un des gardes, qui possède aussi des super pouvoirs, était intervenu. Huggy lui demande alors s'il a vu ce qui s'est passé. Il ajoute que cette personne s'était rendue, et lui demande si elle va faire de même, en soulignant qu'après tout, c'est sa décision. Descends. Je veux que tu descendes maintenant. Va te faire foutre. Descends, tout de suite. Hé, hé. Lors d'une diffusion en direct intitulée Manhandled, une conversation sur la masculinité avait lieu avec Black Noir. L'une des spectatrices de ce direct était Starlight, qui sursaute face à l'apparition soudaine de Billy Butcher, accompagnée de Kimiko Miyashiro. La présence de cette dernière la réjouit, et les deux se saluent par une étreinte. Kimiko la surprend en parlant, ce qui laisse Starlight déconcertée, qui lui demande comment c'est possible. Kimiko lui explique qu'elle a fait de l'orthophonie, qu'elle a consulté des psychologues, et qu'elle a consommé beaucoup de contenu sur TikTok. Butcher se montre agacé, soulignant qu'ils ont partagé 16 heures de vol sans qu'elle ne lui adresse la parole. Kimiko lui répond qu'elle n'en avait pas envie, et ajoute qu'il ne sait dire que « hey » et « putain », dont la conversation n'aurait pas été très fluide. Butcher, avec ironie, affirme qu'il préfère quand Kimiko est silencieuse. En réponse à Starlight, Kimiko explique que Vote International l'a expulsée à Manille après qu'elle ait éliminé des gardes. Elle a tenté de revenir cachée dans le train d'atterrissage d'un avion, mais est tombée de 10 000 pieds. Une expérience traumatisante qui a nécessité un long temps de régénération. Starlight demande alors à Butcher comment il les a trouvés. Il répond que c'était facile et lui dit de ne pas avoir peur. Elle lui réplique qu'elle a vu ce qu'il fait avec ses tripes meurtrières et lui demande s'il est toujours en train de mourir. Il répond qu'il est en pleine forme, affirmant que l'erreur la plus courante est d'essayer de lutter contre le cancer.
Butcher la félicite d'avoir diffusé la vidéo car Homelander est furieux. De plus, il révèle qu'il prévoit d'exécuter Hughie Campbell, Frenchie et les maternelles dans environ 36 heures. Butcher reconnaît qu'il s'agit d'un piège et leur demande quelle autre option ils ont à part tomber dedans. Starlight lui demande pourquoi il n'a pas tenté de les sauver plus tôt et s'il poursuit le développement du virus, sachant qu'il avait besoin de Frenchie. Kimiko intervient et demande s'il parle du même virus qui, soi-disant, tuerait Annie, elle et lui. Butcher précise que cela affecterait aussi Homelander, qui est sa cible principale, et il leur demande s'ils l'aideraient à sauver les autres. Starlight accepte bien sûr de faire partie du plan. Au campement, les trois groupes réunis savaient parfaitement quel serait leur destin s'ils restaient les bras croisés. Ils savaient que tout cela était un piège pour attirer Starlight et voulaient se l'éviter, alors ils ont décidé de fuir. Ils avaient aussi préparé du matériel qui pourrait les aider dans leur fuite, comme des cocktails Molotov. Starlight montra à ses camarades les photos qu'elle avait prises elle-même depuis les airs. Kimiko Miyashiro lui demanda si elle savait où ses compagnons avaient été tout ce temps, et pourquoi elle ne les avait pas sortis plus tôt. Elle expliqua qu'elle pensait qu'ils étaient à plus en sécurité là-bas. Billy Butcher fit remarquer que même s'ils se repliaient, il n'était pas clair comment ils allaient réussir à sortir. Starlight répondit qu'elle avait un ami, et qu'elle le contacterait pour qu'il les aide à s'évader. Dans le bureau de Homelander, The Deep et Black Noir arrivent, seulement pour se retrouver face à la scène terrifiante d'une personne coupée en deux, au niveau de la tête. Les deux s'approchent avec crainte. Homelander se plaint de la vidéo diffusée, accusant Starlight de répandre des mensonges sur lui et la traitant de moins que rien. Ensuite, il leur demande pourquoi ils l'ont laissé fuir. The Deep échange un regard complice avec Black Noir, mais Homelander rappelle qu'ils doivent coopérer. Il se demande où il était, et Black Noir répond qu'il surveillait l'autre côté de la scène, donc il n'a pas vu ce qui s'est passé. Homelander leur dit qu'il sait qu'il ne le trahirait pas, car ce serait pratiquement un suicide. Ensuite, il leur raconte qu'il avait parlé avec l'homme qui gisait maintenant sur le canapé, qui apparemment avait aimé certaines publications de Starlight. Cela alarme The Deep, qui vérifie immédiatement ses propres interactions pour les montrer à Homelander, assurant qu'il ne soutiendrait jamais ce genre de contenu. Homelander répond que c'est intéressant, mais il leur ordonne de se concentrer sur leur travail. Dans une autre interview menée par Firecracker avec la vice-présidente et son désormais fiancé, le pasteur principal leur exprimait qu'il était très heureux pour eux et leur souhaitait le meilleur. Tous deux parlaient d'une union super cool pour la vie et assuraient de partager la foi dans le rêve d'une nation chrétienne. À ce moment, la sœur sage entre dans le salon et demande d'arrêter l'enregistrement. Elle souhaite parler en privé avec la vice-présidente pour une affaire urgente. Tous quittent la pièce. Les deux femmes parlent brièvement de sujets personnels, jusqu'à ce que Sage explique la raison de sa visite. Elle informe que Homelander veut encore plus de partisans de Starlight. La vice-présidente semble confuse, rappelant qu'une purge avait déjà touché postes présidentiels, divers secteurs, travailleurs, personnalités publiques, et même annulé des événements comme Coachella. Elle s'inquiète du fait qu'on cherche maintenant à étendre encore plus ce contrôle, le considérant difficile à mettre en œuvre. Sage lui rappelle que sa position dépend du fait de rester utile à Homelander, insinuant qu'elle n'a pas d'autre choix. Pendant ce temps, Billy Butcher rend visite à Gusano, pour lui demander de creuser un tunnel à un endroit précis. Connaissant le terrain, Gusano s'enthousiasme et accepte immédiatement. Ailleurs, Kimiko suggère à Starlight de prendre une douche, s'excusant pour sa façon de s'exprimer. À ce moment-là, Eitren apparaît et demande quelle est l'urgence. Starlight lui explique que ses amis seront exécutés le lendemain et lui demande de l'aider à les sauver. Eitren refuse, affirmant qu'il doit protéger sa famille, mais ni agir par peur. Starlight comprend et lui demande de veiller sur les autres. Elle conclut qu'il leur faut un plan alternatif. Au campement, le groupe prépare des armes improvisées et révise leur plan d'évasion. Les maternelles se montrent pessimistes, convaincus qu'ils ne survivront pas même s'ils parviennent à s'échapper, tandis que Hughie essaie de garder son calme. Frenchie et Hughie continuent de travailler avec espoir. Hughie monte récupérer des objets et découvre un massacre. Ses compagnons sont morts et Homelander examine ses notes. Hughie, résigné, lui demande de le tuer, mais Homelander refuse tant que Starlight et Butcher ne sont pas présents. Il questionne ensuite pourquoi d'autres se sacrifieraient pour Hughie. Hughie répond qu'ils viendront parce qu'ils feraient la même chose pour eux, ce qui déroute Homelander. Pourquoi Starlight et Butcher gaspilleraient-ils leur vie pour essayer de te sortir d'ici? Parce que je le ferai pour eux. En Bretagne, Eitren discute avec son frère, fatigué de faire semblant d'être en vacances, alors qu'en réalité il fuit. Il reconnaît avoir gâché leur vie, et s'excuse. Soudain, il aperçoit quelque chose d'étrange sur le lac.
The Deep, envoyé par Homelander. Ils échangent des reproches. Atrain affirme que The Deep a peur de son propre patron et déplore son sort. Avant de partir, il prévient qu'ils retrouveront sa famille. Le groupe décide de sauver Frenchie en premier. Cette nuit-là, ils arrivent au campement avec Gusano, qui creuse un tunnel pour leur permettre de s'infiltrer, puis repart. À l'intérieur, ils trouvent leurs compagnons attachés, et Homelander les attendant. Il révèle connaître leur plan, et évoque le virus. Quand Kimiko l'insulte, il la tranche en deux. Il observe ensuite Butcher, admet son côté sombre et qu'il est le seul à l'avoir défié, insinuant qu'il regretterait sa chute. Butcher sourit et regarde dehors. Depuis le sol, Kimiko indique aux autres de se mettre à l'abri. Soudain, une lumière intense surgit. C'est Starlight qui crée une diversion. Le groupe en profite pour fuir, mais se sépare pour protéger leurs proches. Starlight abandonne Hughie, qui veut sauver Ivy, et il part à la recherche de Frenchie, qui protège les restes de Kimiko. Les maternelles affrontent un garde abusif, cherchant à rendre justice. De son côté, Frenchie affronte un autre garde aux capacités dangereuses, utilisant des tentacules pour le maîtriser. Mais Homelander apparaît et détruit ses attaques avec un rayon laser. Starlight a réussi à emmener Frenchie ainsi que Kimiko Miyashiro hors de danger. Ivy, désespérée, demandait où il les avait emmenés. Elle a eu une crise de panique en craignant que tout le monde reste coincé. De son côté, Lei Maternelle a mis son adversaire à terre, et après plusieurs coups, il a trouvé un pieu sur le sol avec lequel il a attaqué à plusieurs reprises l'organe de l'homme. Il a fini par l'étrangler avec ce pieu. À ce moment-là, Homelander a lancé un rayon qui a traversé la tête d'Ivy, créant une scène choquante devant Hughie Campbell. Homelander a saisi Hughie par les vêtements et a appelé Billy Butcher qui est intervenu pour protéger son ami. Alors qu'Homelander allait le tuer, tout s'est figé. En réalité, il s'agissait du point de vue d'Atrain, venu d'arriver. En quelques secondes, Atrain a effectué plusieurs manœuvres et retiré les goupilles de grenades portées par un garde. Il a déplacé Lei Maternelle et Butcher, et il a réussi à éloigner Hughie du danger avant que les rayons laser ne l'atteignent. Cependant, Homelander l'a repéré et s'est aussitôt lancé à sa poursuite. Le reste du groupe a réussi à monter dans une camionnette pour préparer leur fuite. Pendant ce temps, Atrain s'échappait à toute vitesse, suivi de près par Homelander, consumé par la colère. Ils ont tous les deux fini dans une forêt dense. Atrain essayait de se cacher, mais c'était presque impossible. Dans sa fuite, il a glissé et a traversé plusieurs troncs, se retrouvant grièvement blessé. Homelander l'a attrapé par les vêtements, se moquant du fait que quelqu'un avait enfin réussi à le rattraper. Il lui a dit que c'était la fin de sa route, mais il ne s'attendait pas à ce qu'Atrain réagisse en riant, affirmant qu'il n'était rien sans ses pouvoirs, que sans eux, il ne serait qu'un costume vide. Ces mots ont fait monter les larmes aux yeux de Homelander. Atrain, même en étant étranglé, l'a traité de pleurnichard et a continué à rire, ce qui a encore plus énervé Homelander jusqu'à ce qu'il lui brise finalement le cou et le laisse tomber au sol. Et ainsi se termine le premier chapitre. Le deuxième épisode de la 5e saison s'intitule Rébellion adolescente et commence par les images sombres des funérailles d'Atrain. Brutalement tué par Homelander la nuit précédente, il est désormais cyniquement célébré comme un pilier des 7 et l'homme le plus rapide du monde. L'événement s'est transformé en un spectacle grandiose où les chœurs de différentes églises se sont produits pour lui offrir un adieu héroïque devant tous ses coéquipiers. Homelander, le même individu qui n'a pas hésité à lui briser la nuque de ses propres mains, restait debout au premier rang. Il affichait une tristesse calculée, tandis que les chants résonnaient dans la salle. Cependant, la véritable intention de l'événement est apparue lors du discours du prédicateur. Dans une manœuvre manipulatrice, le récit officiel rejette la faute de sa mort sur Starlight et ses partisans, les présentant comme des ennemis de tout ce qui est pur et juste, ainsi que des valeurs que les 7 ont juré de défendre. Le prédicateur ne s'est pas retenu, accusant les partisans de Starlight d'atrocités absurdes, comme manger des bébés et tuer des gens par pur plaisir. Pour Vought et les personnes présentes, il est vital que l'image de Starlight soit complètement détruite, en lui attribuant la faute de chaque foutue catastrophe qui se produit dans la ville. Les paroles du prédicateur prennent une force écrasante. Lorsqu'il crie enfin « Amen », toute la salle semble trembler sous sa puissance. À cet instant précis, Homelander fait un voyage sensoriel dans le passé, entendant une voix qui n'appartient pas au présent, comme si le ciel lui-même s'ouvrait uniquement pour lui parler au milieu du chaos. Pendant que cet acte de déconnexion se produit, Hughie et le reste des gars arrivent à l'école primaire du comté d'Erie, une ville apparemment charmante en périphérie de la Pennsylvanie, tristement célèbre pour le nombre énorme de surdoses de fentanyl enregistrées chaque année. Butcher les a conduits là-bas pour une raison cruciale. Il s'est approprié les locaux de l'école pour y installer sa base d'opérations secrète.
Dans cet endroit, il dispose d'un laboratoire destiné à reproduire le virus. Et la foutue bonne nouvelle, c'est qu'il est déjà prêt. Tout ce progrès a été possible grâce à Summer, son allié de confiance, qui a travaillé en secret pour lui pendant tout ce temps. Butcher affirme qu'il l'a trouvé peu après le combat contre Neumann, mais Huggy soupçonne que cette putain d'histoire semble peu crédible. Malgré ses doutes, il comprend qu'il n'est pas prudent de continuer à se battre entre eux alors que le monde s'effondre. En le voyant, Kimiko veut le couper en deux, mais Butcher leur rappelle froidement l'importance d'enterrer la hache de guerre et de maintenir une trêve temporaire. Kimiko devra oublier le fait que Samir lui a injecté le virus pour essayer de la tuer. Butcher, avec son cynisme habituel, lui fait remarquer que sa jambe a déjà repoussé, donc techniquement, elle n'a rien perdu du tout. La première question que Huggy pose est de savoir si le virus est conçu exclusivement pour anéantir Homelander, ou s'il met également en danger la vie des autres super. C'est une question cruciale que Butcher décide d'ignorer pour le moment, se contentant de leur dire qu'ils doivent faire un petit essai avant de lâcher cette merde dans le monde réel. Frenchie est le premier à comprendre ses plans. Butcher a l'intention de se rendre à Cleveland pour tester le virus sur Rock Hard, un ancien membre de Teenage Kicks. Il s'agit d'un super-héros entièrement composé de granit, pesant 400 kg, et dont on se souvient pour avoir détruit une grande partie du monument à Lincoln, lors d'une crise sexuelle il y a quelques années. Pour Butcher, Rock Hard est le plus proche de Homelander, quasiment indestructible, ou du moins c'est ce qu'ils vont tester. Si le virus l'anéantit, ils sauront qu'ils sont prêts pour le combat. Le meilleur dans tout ça, c'est que personne n'en a rien à foutre de ce qui arrive à ce type, donc le kidnapper et l'utiliser comme cobaye leur donnera une réponse claire, sans risquer leur vie avec un produit défectueux. Quelques minutes plus tard, pendant que tous se préparent, MM leur montre qu'avec Firecracker au centre de l'attention médiatique, leur image publique part en vrille. Bientôt, tout le monde les cherchera, et ils ne pourront même plus acheter des chewing-gums sans être poursuivis par une foule. Après le départ de Butcher, Huggy demande quand ils le tueront pour retirer le virus, mais Starlight n'est pas d'accord. Le jeune homme leur rappelle que Butcher est fou, qu'il a tué Victoria devant sa propre fille, et qu'il les tuera eux aussi si nécessaire. Contre toute attente, Starlight leur rappelle une statistique froide. Il n'y a que 10 000 super dans le monde entier. Jamais une guerre n'a vu cela. Mais la mort de ces 10 000 sauverait 8 milliards de vies. Si c'est le prix pour que tout cela cesse, elle accepte et espère que les autres aussi. Pour Huggy, le fait qu'elle soit prête à mourir pour ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas comprendre. Il n'est pas prêt à la perdre, et il ne tarde pas à le lui dire. Cependant, lorsque les autres partent, il reporte la discussion et se concentre sur le sexe qu'ils n'ont pas eu depuis longtemps. Dehors, Frenchie promet à Kimiko qu'il empêchera l'utilisation du virus sur elle. Pourtant, cela se produira avec eux ou sans eux. Qu'ils le veuillent ou non, ils doivent rester proches et attendre le bon moment pour agir. Frenchie ne fait plus confiance à Butcher depuis longtemps, mais il est sûr d'une chose, il n'arrêtera pas avant d'avoir tué Homelander, ce qui au final profite à tous. Heureusement pour eux, la partie inférieure du corps de Kimiko s'est déjà complètement régénérée. Maintenant qu'ils ont un peu de temps libre avant que tout parte en vrille, ils décident d'en profiter au maximum, en se livrant à la même chose que Huggy et Starlight sont en train de faire dans la chambre d'à côté. Simultanément, Homelander prend un moment seul pour parler avec le cadavre de A-Train. Il lui avoue à quel point il est profondément déçu par ses actions, lui rappelant qu'il l'a toujours considéré comme un grand frère et que sa trahison lui a brisé le cœur. Quelques minutes plus tard, il va dans la chambre cryogénique cachée de son penthouse et éteint le système pour libérer son père. Soldier Boy se réveilla dans le lit de Homelander complètement furieux et tente de se lever immédiatement, mais il est désorienté et il lui faudra quelques heures pour retrouver toute la mobilité de son corps. Homelander profite de ce temps pour lui expliquer la situation. Il lui dit que la CIA l'a gardé congelé pendant presque 2 ans et que c'est lui qui l'a finalement sauvé. Il espère désormais qu'ils traqueront Butcher ensemble. En échange, Homelander promet d'améliorer son image, car tout le pays le croit espion russe et souhaite sa mort. Homelander sait qu'ils ne sont pas vraiment amis, mais il est convaincu que Soldier Boy déteste Butcher, bien plus qu'il ne déteste Homelander. Il propose donc une trêve temporaire avantageuse pour eux deux, et pour prouver sa bonne foi, fait rapporter son bouclier. C'est un geste calculé pour s'assurer que le vieux n'essaie pas de lui faire sauter la tête trop tôt. Le lendemain matin, les gars surveillent depuis un camion de déménagement, attendant le moment idéal pour kidnapper Rock Hard. Bien que personne ne l'ait vu depuis 1 an, il a minutieusement analysé les réseaux sociaux de ses connaissances, où l'on apercevait en arrière-plan d'énormes quantités de shakes protéinés. Personne n'ingérerait autant de merde à moins d'être fait de purs muscles. Lorsque les amis de la cible quittent enfin le clubhouse,
Il est temps de vérifier les informations de Frenchy. L'équipe pénètre dans la propriété avec précision. Huggy déconnecte caméra et internet pendant que les autres s'infiltrent rapidement avant le retour des occupants. Le seul putain de problème, c'est que lorsqu'ils trouvent enfin Rockhard, il n'est plus la masse parfaite de muscles qu'ils espéraient. Il s'est négligé pendant plus d'1 an, et maintenant c'est un obèse fait de roches solides qui pèse sûrement quelques tonnes de plus que prévu. Pendant que l'équipe essaie de comprendre comment diable sortir Rockhard de son manoir, l'écran nous montre une publicité de The Deep qui vante les bienfaits de bronzer son périnée. Si tu ne sais pas ce que c'est, alors clairement tu n'es pas prêt à faire partie des 7. De retour avec Butcher, la situation est critique. S'ils ne peuvent pas prendre Rockhard, ils devront tester le virus sur place. Starlight approuve la décision, car le type a vu leur visage. S'ils partent, il les dénoncera, et la ville sera vite envahie par des unités tactiques qui les retrouveront immédiatement. Le problème, c'est que Rockhard a une physiologie proche de celle d'une baleine. Il peut retenir sa respiration des heures, dont l'infecter par voie aérienne est impossible. Butcher laisse l'équipe essayer de résoudre cette énigme, pendant qu'il retourne au laboratoire pour ramener une dose concentrée du virus. Dans les quartiers généraux de Vought, Sage présente son premier rapport officiel après avoir remplacé Ashley, et révèle aux 7 qu'ils ont déjà l'emplacement exact de chaque sympathisant de Starlight dans le pays. Une mobilisation massive aura bientôt lieu pour tous les arrêter. Le seul inconvénient pour le président est le coût exorbitant. Tripler les camps de la liberté pour accueillir autant de prisonniers videra les caisses du pays. C'est pourquoi il exige de Sage qu'elle trouve un moyen de financer cette chasse, sans augmenter les impôts à la veille des élections. Quelques secondes plus tard, Homelander apparaît aux côtés de Soldier Boy pour interrompre la réunion avec un sujet bien plus urgent. La nomination de Soldier Boy comme numéro 2 des 7, et sa nouvelle mission de traquer Butcher et Starlight. Pour agir librement, le président doit lui accorder une grâce totale. Avant de signer, Homelander demande au vieil homme de leur préparer un verre, simplement pour montrer à son père qui dicte désormais les règles dans la nation. À peine Soldier Boy s'en va, Sage surprend Homelander en train de renifler les sangles de la machine cryogénique, et lui demande s'il a dit la vérité à son père au sujet du virus. Homelander admet qu'il ne l'a pas fait. Il sait parfaitement que si Soldier Boy apprend qu'il risque vraiment de mourir en acceptant ce travail, il pourrait changer d'avis en 1 seconde. De plus, si jamais il meurt, cela confirmera que le virus fonctionne parfaitement. Il vaut mieux que ce soit lui qui tombe plutôt qu'un des siens. Tout cela semble froidement calculé par son esprit impitoyable. Cependant, lorsque Sage admet qu'elle ne le croyait pas capable d'une telle cruauté et se retire en acceptant son erreur, Homelander se retrouve seul. À cet instant, il se rend compte qu'il vient d'envoyer son propre père dans une mission dont il ne reviendra peut-être pas, et son expression change complètement pour laisser place à une expression de pure terreur. De retour avec Frenchy, il a isolé la salle. Ils pourront injecter le virus dans l'air, et lorsque Rockhard devra respirer, le pathogène entrera dans son système. Soudain, toute la salle commence à trembler violemment. Starlight reste perplexe en voyant le membre de Rockhard commencer à apparaître à travers les épaisses couches de roches. À cet instant précis, le type éjacule, et un énorme jet de lave brûlante manque de la brûler complètement. Lorsque Frenchy analyse la situation bizarre, il découvre que les images de volcans en éruption diffusées à la télévision surexcitent Rockhard, et ils ont failli mourir à cause de cet accident stupide, aussi fou que tout cela puisse paraître. Les gars comprennent qu'ils doivent faire beaucoup plus attention à leur environnement. Ils découvrent bientôt qu'une grande partie de la prétendue roche qui entoure le corps de Rockhard est en réalité son propre sperme, qui s'est solidifié avec le temps. Pendant que l'équipe continue de travailler sur le plan, MM parcourt la maison et tombe sur une vieille photo de A-Train lorsqu'il faisait partie des Teenage Kicks. Il prend un moment pour porter un toast en son honneur, mais quelques secondes plus tard, il entend une voix à l'étage qui révèle qu'ils ne sont pas seuls sur la propriété. À l'étage, occupée à enregistrer des TikTok, se trouve la comtesse des Corbeaux. Sans hésiter, elle envoie ses serviteurs ailés pour attaquer MM, mais il parvient à enfermer les oiseaux dans une armoire. Maintenant, il doit faire face à elle, et à la horde de followers qui observent tout ce qui se passe via sa diffusion en direct. Alors que Starlight attend le retour de Huggy et Butcher avec le virus, elle apprend qu'une cellule de ses partisans a été massacrée et que beaucoup d'autres sont arrêtés. Cela lui cause un fort sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir les aider. Voilà pourquoi elle a accepté de participer au plan. Elle se moque de mourir du virus, persuadée de le mériter pour tous ceux morts en croyant en sa cause. Elle pense les avoir abandonnés, et que la seule chose juste serait de les suivre dans la mort. Frenchy lui dit qu'il connaît bien la culpabilité, et qu'elle se trompe de perspective. Il lui affirme que le secret n'est pas d'abandonner, mais de lutter pour eux,
et de persévérer jusqu'au bout. Se laisser mourir n'est pas juste, c'est une insulte à la mémoire des disparus. En même temps, Butcher et Hughie observent comment les Teenage Kicks font du marketing dans le quartier, arrêtant des innocents juste pour promouvoir leurs produits. Kimiko insiste pour qu'ils aident, mais Butcher appuie à fond sur l'accélérateur et leur rappelle qu'ils ont une mission à accomplir. S'ils se rebellent, à cet instant précis, tous les supers de l'État tomberont sur eux en moins d'1 heure et ruineront le plan. Ils doivent rester concentrés et finir ce qu'ils ont commencé. Absolument rien d'autre n'a d'importance en ce moment. Sa mère les avertit que tester une arme biologique dans un environnement non contrôlé est une folie totale. La fiole est extrêmement fragile, et si elle venait à se briser à l'extérieur, il y a une très forte probabilité qu'elle tue tous les supers de la planète. De plus, il existe un risque infime, mais réel, qu'elle finisse par anéantir toute la race humaine. Ainsi, sur le chemin du retour, la fiole repose délicatement dans les mains de Hughie, tandis que Butcher conduit de façon imprudente dans les rues, essayant d'arriver le plus vite possible au manoir de Rockhard pour tester sa petite expérience. Soudain, le bouclier de Soldier Boy s'enfonce violemment dans le pare-brise, et le véhicule perd complètement le contrôle. Pendant quelques millisecondes, on peut voir la fiole flotter dans les airs avant que la voiture ne s'écrase violemment contre une autre en pleine rue. Heureusement, le flacon reste intact, mais maintenant, Soldier Boy marche vers eux. Butcher lui apprend que Mallory l'a gardé congelé, confirmant que la rumeur de sa mort était fausse. Pour Hughie, c'est une très mauvaise nouvelle. Mais pour Butcher, c'est une sacrée bénédiction. Il cherchait un cobaye, et c'est un cadeau tombé du ciel. Qui mieux que le père de Homelander pour tester le virus? Il pourrait lui envoyer le cadavre de son père et contaminer tous les 7 d'un coup. Butcher sort de la voiture, prêt à affronter Soldier Boy, tandis que Hughie et Kimiko courent pour prévenir le reste de l'équipe du changement de plan. Une fois qu'ils se retrouvent, face à face, Butcher arrête ses balles et pose avec facilité. Soldier Boy comprend qu'il devra être bien plus créatif avec ses attaques, s'il veut vraiment gagner ce combat. Butcher se moque de lui, et l'appelle marionnette, lui révélant qu'ils ont un virus si puissant qu'il peut tous les tuer, et que c'est la putain de raison pour laquelle Homelander n'est pas venu les affronter en personne. Il préfère que son père meure à sa place plutôt que de risquer sa propre peau. Butcher distrait Soldier Boy en lui parlant, lui rappelant qu'il est un idiot manipulable, puis utilise ses pouvoirs pour soulever la voiture et la lui lancer de toutes ses forces. Le vacarme de la bataille est entendu par Shailene et Jetstreak, qui arrivent sur les lieux et trouvent Soldier Boy en train de sortir du trou où Butcher l'avait laissé enterrer. Il leur ordonne vite de trouver le nerd et la fille partie à l'est et de les tuer. En voulant récupérer son bouclier dans la voiture, il se brise en morceaux. La nostalgie des anciens combats attendra. Il ignore où Butcher est parti et doit le traquer de nouveau. Non loin de là, Hughie et Kimiko courent désespérément dans la rue à la recherche du reste de l'équipe. En se rendant compte que la situation empire à chaque seconde, Hughie décide d'appeler MM pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Soldier Boy est en vie et il les poursuit, alors ils doivent partir de là au plus vite. Malheureusement pour eux, Shailene surgit de nulle part et se jette sur Kimiko, ce qui fait tomber la fiole par terre et elle manque de se briser sous l'impact. Kimiko reste en arrière pour affronter Shailene, et quand elle la frappe violemment à l'estomac, la fille lui crache une boule de poils dégoûtante au visage. Une seconde plus tard, le combat devient une démonstration de mouvements agiles et d'égratignures guérissant instantanément. Pendant ce temps, Hughie parvient à récupérer la fiole contenant le virus, mais il est intercepté par Jetstreak, qui le saisit fermement et l'élève dans les airs, avant de le laisser tomber d'une grande hauteur vers une mort qui semble inévitable. Juste quelques secondes avant de toucher le sol, Starlight apparaît pour sauver son bien-aimé. À ce moment-là, nous retrouvons Soldier Boy, qui a finalement réussi à localiser Butcher et suit la trace de tout le monde jusqu'à la demeure des Teenage Kicks. De son côté, Kimiko se jette sur Shailene et entoure son cou, exerçant la pression nécessaire pour la faire s'évanouir. Cela lui permet de gagner les précieuses secondes nécessaires pour rejoindre l'équipe, qui s'enfuit maintenant à travers les pièces du manoir, alors que tout devient incontrôlable. Soldier Boy attrape Hughie et lui prend la fiole, au détriment de l'équipe. Ensuite, il le saisit violemment par le cou, exerçant une pression lente pour voir à quel moment ses yeux sortiront de leurs orbites. À cet instant, Hughie l'insulte de toutes ses forces, et Soldier Boy le jette avec mépris contre le mur. Quelques secondes plus tard, Rockhard intervient et menace d'asperger tout le monde de sperme bouillant s'il n'obtient pas le virus immédiatement. Mais Jetstreak lui révèle que techniquement ils sont du même côté. Quand Soldier Boy pense qu'il a la situation sous contrôle, Jetstreak vomit un énorme caillot de sang noir, et son visage devient terriblement pâle. La même chose arrive à Rockhard, qui a baissé sa garde et a commencé à respirer l'air contaminé. C'est alors que Frenchie apparaît, tenant la véritable fiole contenant le virus dans sa main.
Soldier Boy n'a entre ses doigts qu'un conteneur vide et l'amère certitude d'avoir été dupé comme un imbécile. Furieux, le super essaie d'attraper Frenchy pour le tuer, mais en se voyant dans un miroir, il remarque que son visage commence soudainement à se détériorer, se couvrant de pustules dégoûtantes. Respirer devient une agonie insupportable pour lui, et Huggy profite de cette distraction pour s'échapper de là au plus vite. Quelques secondes plus tard, le crâne de Rockhard s'effondre, répandant son cerveau dans la pièce. Jetstreak subit le même sort, le visage couvert de papules, tandis que le sang noir ne cesse de couler de sa bouche. Dans le cas de Soldier Boy, même s'il n'a pas encore commencé à cracher du sang, son visage est déjà couvert de pustules. Soudain, l'alarme de la maison se déclenche, et les gars n'ont d'autre choix que de s'enfuir en toute hâte. Cependant, avant de partir, ils prennent soin de sceller hermétiquement toutes les sorties afin de contenir le virus pour le moment. La première chose que Butcher leur demande, c'est si ces salauds sont vraiment morts, et MM lui assure qu'ils le sont d'une manière horrible. Puisque Butcher ne peut pas entrer pour le vérifier sans se mettre en danger, il n'a pas d'autre choix que de lui faire confiance. Maintenant, il est temps de s'échapper de cet endroit avant que les renforts n'arrivent. Ils ont attiré beaucoup trop l'attention en très peu de temps. Kimiko est immensément heureuse de voir Frenchy sain et sauf, mais elle lui fait signe de ne pas s'approcher. Ils doivent s'assurer qu'il n'est pas infecté avant de pouvoir être à nouveau ensemble. C'est pour la sécurité de tous, et Huggy comprend qu'il doit faire la même chose pour Starlight. Avant de partir, MM aperçoit la comtesse des Corbeaux, qui le remercie sincèrement de l'avoir libéré avant qu'il ne lâche le virus. Maintenant, elle pourra rentrer chez elle auprès de ses parents, et enfin mener une vie normale, loin de la manipulation de Vought. Chez Vought, Ashley sait parfaitement que si elle cesse d'être utile, ses jours sont comptés. C'est pourquoi elle tente de se réconcilier avec Sage, mais cette dernière, la plus intelligente au monde, perçoit aussitôt ses intentions. Elle refuse de la sauver par simple pitié. Après cet affront, Ashley quitte furieuse le bureau et monte dans la voiture qui la ramène chez elle. Une fois assise, elle retire sa perruque et montre les effets du sérum. Elle a maintenant une mini-version d'elle-même, capable de lire dans les pensées, qui sort de l'arrière de sa tête. Avoir une foutue tumeur psychique n'était pas exactement ce qu'elle avait en tête. Mais à présent, elles doivent trouver un moyen de sortir vivantes. Sinon Homelander les tuera d'un regard, et elles seront fichues. Au QG des Boys, Samir informe les gars que leurs analyses de sang sont négatives, qu'ils ne portent pas le virus et peuvent retrouver leur partenaire. Excellente nouvelle, cela confirme l'immunité humaine. Là-bas, Butcher célèbre en visionnant l'enregistrement du manoir. Voir Jetstreak souffrir est la meilleure chose vue depuis longtemps. Même si la caméra ne montre pas Soldier Boy, on suppose qu'il a subi le même sort. La première chose que Frenchy avoue à Kimiko, c'est que le virus s'avère être bien plus dangereux qu'il ne l'avait jamais prévu. La seule issue logique qui lui vient à l'esprit est de s'enfuir ensemble aussi loin que possible. Mais elle, après avoir été témoin des abus infligés à des innocents, a radicalement changé d'avis. Maintenant, elle est déterminée à rester et à se battre jusqu'à la toute fin. De son côté, Huggy essaie d'avoir une conversation sérieuse avec Starlight. Elle finit par lui proposer à nouveau du sexe pour éviter ses questions, mais il comprend ses intentions et la supplie d'être honnête. Même si elle refuse d'en parler, Huggy lui promet qu'il restera à ses côtés, et qu'il se battra pour elle quoi qu'il arrive. Le lendemain, The Deep apprend ce qui s'est passé, et envoie une équipe pour boucler la zone. Lorsque Homelander arrive, Deep le félicite pour sa soi-disant stratégie d'utiliser Soldier Boy comme appât, afin de ne pas mettre les 7 en danger. Cependant, en voyant son père dans un sac hermétique, et en entendant Deep faire des blagues stupides à ce sujet, Homelander a les yeux qui s'illuminent, et lui ordonne de dégager avant qu'il ne perde sa foutue patience. Blessé, et au bord des larmes, d'avoir perdu son père à cause d'un plan mal réfléchi, il décide de partir pour que personne ne le voie dans cet état. Alors qu'il s'éloigne, on voit Soldier Boy se relever en arrière-plan tel un zombie ressuscité,